Je vous retrouve aujourd'hui. Bon, je ne sais pas si ça a démarré. Oui. Peut-être pas. Bonjour, bonjour. Ouais, j'espère que ça marche. Donc, écoutez, j'espère que vous allez bien depuis ces quelques jours, que le confinement se passe au mieux pour vous. On peut dire que quand même c'est une période de très chahutée, très chahutante, qui nous envoie dans nos profondeurs, dans nos peurs les plus profondes. Et je crois que ce qui est vraiment très très important, c'est de voir que c'est le moment ou jamais de dresser le bilan de sa vie. Non pas parce que c'est la fin de la vie, au contraire, c'est parce que peut-être que demain ne sera plus jamais comme avant, ça a toujours été, mais en tout cas peut-être d'une manière plus prégnante, plus forte, et qu'on prend conscience de beaucoup de choses, de ce qui est essentiel pour soi, pour nos proches, pour l'humanité d'une manière plus globale. Et que dresser le bilan de sa vie, c'est un moyen pour réajuster, pour s'aligner, pour être de plus en plus en accord avec soi. Alors bien sûr, ça demande du courage, ça demande de l'honnêteté, ça demande de la compassion et beaucoup d'amour, parce que ce n'est pas dresser son bilan, ce n'est pas se juger dans le bien ou dans le mal, c'est au contraire essayer d'être le plus objectif possible par rapport à ce que l'on ressent au plus profond, et de faire le point, tout simplement, mais avec beaucoup, beaucoup de bienveillance. Alors, moi, je l'ai fait, hein. Je l'ai fait parce que, oui, c'est important. Et ce que je vous propose, là, c'est de vous aider un petit peu, si vous avez le souhait de faire un petit point sur votre vie. Donc, qui est important, dans un premier temps, c'est de voir tous les aspects de votre vie. D'essayer de recenser au niveau de tous les champs de votre vie, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau du couple, avec les enfants, avec votre manière d'être dans la vie, tout simplement. Et puis, bien sûr, avec vous-même. Est-ce que vous pensez que vous êtes, que vous pourriez améliorer, évoluer, avancer encore plus que ce que vous n'avez fait jusqu'à maintenant? Alors, voir tous les aspects, c'est bien sûr voir donc les aspects positifs. Quelles sont vos réussites jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui vous a comblé? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous apporte du grain à moudre et à continuer à avancer chaque jour? Donc ça, c'est important dans un premier temps de voir tout le positif que vous pouvez observer dans votre vie depuis le début. Maintenant, c'est aussi voir, et c'est là où ça demande plus de courage et d'abnégation, c'est quels sont ce que vous considérez comme un échec. Quelles sont les choses que vous auriez aimé faire et que vous n'avez pas faites. Qu'est-ce que, dans vos échecs, de vous poser deux questions. La première, c'est ce que vous n'avez pas pu concrétiser et que vous souhaitiez. Est-ce que c'était vraiment important? Alors, si oui, c'était vraiment important, que ça vous semble juste, à ce moment-là, ne pas vous arrêter à ce premier échec et à tout mettre en œuvre pour que ça réussisse, quitte à ne pas réussir dès la première tentative. C'est comme l'enfant qui apprend à marcher, qui tombe, il se relève, il tombe, il se relève jusqu'à pouvoir marcher, sans tomber. Donc, en tant qu'adulte, c'est ce qu'il vous appartient aussi de faire. C'est s'il y a quelque chose qui est vraiment, qui résonne vraiment en vous, que vous avez un projet, que vous aspirez à quelque chose et que vous avez essayé mais vous n'avez pas réussi, si vraiment c'est juste pour vous, alors recommencez. Parce que de toute façon, chaque échec, ce que l'on nomme échec, n'est finalement pas un échec. C'est simplement une expérience qui n'a pas atteint son objectif, parce qu'il y avait encore besoin d'apprendre de nouvelles choses. Des échecs, on apprend les choses, on apprend. Donc ne voyez pas ça comme quelque chose de négatif, mais au contraire comme quelque chose de positif. Et puis la question, c'est finalement aussi dans l'échec, peut-être
que l'autre option, l'autre question à se poser, c'est est-ce que c'était vraiment important pour mon épanouissement? J'aspirais à quelque chose, ça n'a pas fonctionné, mais finalement, je m'aperçois que c'était pas fondamental pour moi. Donc ça aussi, l'écrire, le poser sur un papier. Comme ça, vous allez peu à peu pouvoir construire votre bilan de vie, voir ce que vous avez réussi, ce que vous souhaiteriez réussir, là où vous avez échoué, si ces échecs étaient finalement une bonne chose, au sens où ce que vous espériez, finalement, c'était pas important, ou si vos échecs en fait sont un révélateur de peut-être de potentiel que vous n'avez pas réussi à exploiter et que il faut aller plus loin et recommencer pour y arriver. Donc voilà. Ou ça peut être aussi au niveau de votre bilan de votre vie, que vous vous rendiez compte que finalement vous êtes perdu, que vous avez perdu le fil de votre vie, que vous êtes laissé embarquer par une sorte de train à grande vitesse, et puis vous ne vous êtes pas, vous vous êtes laissé emmener sans réfléchir, et que peut-être c'est le temps de mettre au point mort, d'arrêter tout, de poser pour repartir vraiment dans votre voie. Après, si c'est fait vraiment, si votre bilan est fait vraiment dans la compassion, dans l'amour, alors vous vous sentirez grandi et vous serez en mesure de prendre conscience de tous les enseignements que la vie a pu vous apporter, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Ce sont des atouts majeurs, ce sont vraiment des enseignements importants dans à la fois la réussite ou dans l'échec entre guillemets. Notez également toutes les habitudes de vie qui ne vous sont pas bénéfiques et que peu à peu vous pouvez modifier. Notez aussi tous les apprentissages que la vie vous a offerts et en quoi vous pouvez être reconnaissant. Parce que c'est aussi le moment d'exprimer votre gratitude, comme je vous en ai déjà parlé précédemment, de savoir dire merci à vos expériences, quelles qu'elles soient. Et en faisant le bilan le plus objectivement possible, à partir de là, vous allez ressentir au fond de vous que vous reprenez votre vie en main, votre pouvoir. Servez-vous de votre puissance et des nouvelles intentions qui apparaissent pour commencer à concrétiser, à manifester tout ce dont vous avez besoin. Votre intention, elle est primordiale. Si vous vous placez dans votre conscience supérieure et au niveau de votre cœur, alors vous allez voir que la puissance inhérente à cette conscience qui se fait dans l'amour, vous allez voir que cette puissance, la puissance de l'intention, votre propre puissance à concrétiser, à matérialiser les choses, va être décuplée. C'est quelque chose qui est au-delà de l'entendement, c'est quelque chose qui se fait à l'insu de soi-même, mais qui demande une grande conscience. Donc, voilà, tout ce que vous pouvez mettre dans ce bilan de vie. Si vous êtes dans un chemin d'éveil spirituel, demandez aux énergies sacrées, aux énergies divines de vous aider. Et demandez, faites appel à votre âme, à votre essence intérieure, à ce qui est sacré en vous, à ce qui est enfoui tout au fond de vous et qui vous appelle. Eh bien, allez à cette écoute. Autorisez-vous à écouter. C'est comme ça que vous réussirez à évoluer, que vous pourrez changer les choses, que vous pourrez vous écouter à nouveau de plus en plus et concrétiser. Observez aussi les signes qui peuvent se manifester tout autour de vous. Les signes, ça peut être une sensation. Ça peut être parfois, ça peut paraître bizarre, mais vous regardez la télé, puis il y a des paroles qui sont dites et en fait vous vous rendez compte que mais ça je peux le prendre pour moi. C'est regarder avec vos proches aussi, ce que vos proches vous renvoient, ce que vous envoyez à vos proches. Tous ces signes-là, c'est de petit à petit apprendre à les décoder, à les découvrir et à les écouter surtout. Soyez humble, soyez humble, soyez comme un enfant qui découvre la vie, pour que vous puissiez peu à peu lâcher tout ce qui vient vous enfermer, toutes vos peurs, tous vos conditionnements.
Alors, je ne dis pas que ça va tomber, que tout va tomber comme ça du jour au lendemain. Ce serait trop difficile à gérer. Simplement, prenez le temps d'écouter, prenez le temps de faire petit à petit, de manière un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Et ne soyez pas freinés non plus par la peur que oui, mais si je décide ça, tout va s'écrouler. Eh bien, oui, pour bâtir du nouveau, ben, il faut enlever l'ancien, c'est vrai, mais ça se fait peu à peu. Donc, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous et agissez au plus juste avec vous. Et pour ne pas, enfin, je voulais vous dire aussi, pour ne pas vous égarer, restez au maximum dans l'instant présent, dans ce qui se passe maintenant, dans ce qui se passe maintenant autour de vous, mais surtout dans ce qui se passe maintenant à l'intérieur de vous. Soyez à l'écoute de cela, de toutes les émotions qui vous traversent, qui vous envoient des messages. Alors, soyez dans la gratitude, écrivez ce bilan de vie, dressez-le, sans concession, sans jugement, faites le point sur vous. Et aussi, sur une autre page, ce que je vous propose, c'est de vous faire une page de toutes les choses que vous aimeriez, qui sont importantes pour vous, et de les écrire, de les verbaliser, de les matérialiser de cette manière, et puis que ça vous serve de carte routière, que vous y reveniez régulièrement, que vous ajoutiez des choses, que vous puissiez voir que peu à peu, il y a des choses finalement qui se sont faites. Et puis voilà, avancer comme ça de manière positive. Et ça va vous maintenir dans le présent. Ça va vous empêcher de partir dans toutes les peurs qui surgissent et qui nous animent dans cette incertitude. Redevenez maître ou maîtresse de vous-même. Redevenez l'acteur que vous êtes. Ne vous laissez pas embarquer et ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. C'est vraiment le message que je voudrais vous passer, c'est avancez, informez-vous bien sûr, mais ne vous limitez pas à l'information. Le seul guide qui compte, la seule chose qui compte, c'est vous. C'est vous dans ce que vous ressentez, dans vos aspirations les plus positives, les plus constructives, et écoutez cela. Ne laissez pas tout ce qui vient vous freiner, ne laissez pas prendre la place. Prenez cette décision pour vous, vous allez voir comme ça va être un moment à la fois de bilan et aussi de quelque chose qui va vous porter, vous faire avancer. Voilà pour aujourd'hui. Et une dernière chose aussi, c'est que votre puissance dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle doit entre guillemets se mettre à votre service pour le meilleur, et que quand vous utilisez cette puissance pour vous, mais dans le meilleur, eh bien vous serez en capacité de l'offrir à l'autre, de l'offrir au monde de manière plus vaste, d'une manière tout à fait. Je ne vous dis pas que vous allez être le porte-parole pour tout le monde, c'est pas du tout cela. C'est simplement, si vous êtes dans votre puissance et dans votre accomplissement, à ce moment-là, vous faites rayonner cet accomplissement-là et vous aidez les autres. Vous les aidez à transformer et à réaliser. Alors réalisez-vous pour ensuite, par votre façon d'être, par votre façon de vous comporter, par votre façon de percevoir la vie, eh bien vous pouvez aussi aider les autres et construire un monde qui soit meilleur, plus beau, et sans être dans un aveuglement, mais au contraire dans une grande clairvoyance, dans quelque chose de profondément ancré et dans une réalité la plus positive possible. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce bilan de vie. Faites-le et puis partagez-moi un petit peu vos expériences et dites-moi quand vous avez vécu ce moment. Je vais maintenant prendre mon livre, continuer la lecture. Je ne sais plus où j'en étais. Alors,
Voilà. Me lever tôt allait finir par devenir une habitude. Je voulais absolument voir le guérisseur ce jour-là, et j'avais une légère appréhension en raison de son absence de la veille. Je me préparais en hâte et sautai dans ma voiture sans oublier les notes que j'avais prises. Je fis quelques excès de vitesse et m'amusai à penser qu'écraser un piéton ou deux leur offrirait une chance de se réincarner plutôt que prévu. Je fus soulagé de m'entendre dire « Veuillez me suivre » lorsque je m'ai présenté devant la jeune femme à l'entrée du campement. Je me détendis, humai l'air parfumé du jardin, et c'est avec une joie sincère que je saluai maître Sam Tiang lorsqu'il me rejoignit. « J'étais très déçu de ne pas vous voir hier, lui confiai-je. Avez-vous avancé dans vos réflexions concernant votre vie ? Oui. Vous voyez, vous n'avez pas tant besoin de moi, dit-il en souriant. Nous nous assîmes par terre, sur la natte, comme à l'accoutumée. Alors, avez-vous trouvé des informations intéressantes sur les placebos, me demanda-t-il. Oui. Et ce que j'ai lu m'a époustouflé, avouai-je. Je lui contai le fruit de mes recherches de la veille à l'Amonkila. Je pensais que je trouverais des preuves de l'effet des placebos sur des maux pour lesquels le psychisme joue un rôle évident, comme les troubles du sommeil par exemple. Mais j'ai été vraiment surpris de découvrir leur impact sur des maladies palpables et même les effets qu'ils peuvent avoir directement sur le corps. C'est très impressionnant, dis-je. Oui, c'est vrai. Je me disais qu'il était dommage qu'on ne fasse pas davantage de recherches pour réfléchir aux moyens d'utiliser le mécanisme des croyances pour guérir les gens. Oui, surtout que cela ne date pas d'hier. Il y a 2000 ans, Jésus le pratiquait déjà. Pardon ? On n'en parle jamais. Mais Jésus s'appuyait sur les croyances des gens pour les guérir. C'est une plaisanterie. Vous avez l'intention d'écrire Da Vinci Code 2 ? Sans répondre, il se pencha sur le petit coffre en bois de camphrier et, à mon étonnement, en sortit une Bible. Vous êtes chrétien ? Non, mais cela n'interdit pas de s'intéresser à la Bible. Il la feuilleta tranquillement, puis me lut un passage. Jésus répond à des aveugles qui le supplient de les guérir. Matthieu 9, chapitre 9, 28. Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Il a vraiment dit cela ? Lisez vous-même, dit-il en me tendant la Bible ouverte. Vous remarquerez qu'il ne dit pas « Moi, Jésus Tout-Puissant, j'ai le pouvoir de vous guérir. » Non. Il leur demande s'ils croient qu'il a ce pouvoir. Puis, il leur dit qu'ils obtiendront ce en quoi ils croient. C'est très différent. Je n'en revenais pas. Je relus en boucle ce passage de l'Évangile selon Matthieu. C'était incroyable. Comment Jésus pouvait-il savoir ce qu'au XXIe siècle pratiquement personne ne connaissait ? Comment pouvait-il à ce point comprendre le fonctionnement des êtres humains au plus profond d'eux-mêmes ? Je devais reconnaître que j'étais troublé par ce que je venais de découvrir. La voix du guérisseur me sortit de mes songes. Un chercheur américain a récemment mené une enquête sur l'efficacité de tous les traitements utilisés à notre époque pour soigner les cancers. Il s'est penché sur les résultats mesurés chez un groupe de malades. Ces résultats étant assez disparates, cela l'a amené à pousser l'investigation plus loin. Il a finalement mis en évidence que dans ce groupe, les malades qui guérissaient avaient bénéficié de traitements très différents les uns des autres. En revanche, ces malades avaient tous quelque chose en commun. Quoi ? Tous ceux qui ont guéri étaient au préalable absolument convaincus que leur traitement allait les guérir. Ils avaient une confiance totale en leur médecin et dans le choix du traitement. Pour eux, la guérison allait de soi. Donc, peu importe le traitement, ce qui compte, c'est d'y croire, en quelque sorte. C'est fou. Le cancer n'est pourtant pas une maladie psychosomatique, et l'on peut observer sa présence dans l'organisme de façon incontestable. On ne connaît pas bien encore toutes les causes possibles du cancer. Il y a vraisemblablement un terrain héréditaire, des causes environnementales, la pollution, l'alimentation, etc. Mais il existe peut-être aussi dans certains cas une dimension psychologique encore méconnue. Comment ça ? Il s'est produit il y a quelques années un fait troublant que l'on n'a pas su expliquer.
Quoi? Une femme présentant les symptômes d'un cancer du sang, une leucémie, s'est fait admettre aux urgences d'un hôpital américain. On lui a immédiatement fait une prise de sang, laquelle a montré une formulation sanguine typique d'une leucémie. Le protocole de l'hôpital exigeait que l'on fasse une seconde prise de sang pour confirmer les résultats de la première. Or, cette seconde prise de sang a révélé une formule sanguine tout à fait normale. Surpris, les médecins demandent alors une troisième prise de sang. Et là, les résultats sont identiques à ceux de la première analyse. Les médecins pensent donc que le deuxième examen sanguin a été mal fait et que les résultats sont faux. Pour en avoir de cœur net, ils ordonnent une quatrième prise de sang. Sauf que celle-ci confirme les résultats de la deuxième. Stupeur et incompréhension. Ce n'est que plus tard qu'ils apprirent que la patiente souffrait par ailleurs d'un dédoublement de la personnalité. Elle était capable de changer de personnalité d'un instant à l'autre. Et il se trouve que ce changement s'était opéré entre les diverses prises de sang. L'une de ces personnalités était atteinte d'un cancer, l'autre pas. Mais il s'agissait de la même personne. Oui, c'est hallucinant. C'est un mystère, on n'a jamais pu l'expliquer. J'étais impressionnée et à nouveau enthousiaste à l'idée que, le jour où l'on mènerait des recherches dans cette direction, on élargirait de façon considérable le champ du possible en médecine. Pour clore le chapitre sur la santé, me dit-il, il est intéressant de savoir que les gens qui croient en Dieu et pratiquent leur religion, quelle qu'elle soit, de façon régulière, ont une espérance de vie de 29% supérieure à celle des autres. Vous savez, plus rien ne m'étonne maintenant. Comme je vous le disais la dernière fois, on ne peut pas juger une croyance, mais on peut s'intéresser à ses effets. En l'occurrence, nul ne peut prouver l'existence de Dieu, mais on sait que l'un des effets de la croyance en Dieu est un allongement de la durée de vie. Eh bien, je vais peut-être retourner à l'église le dimanche. Je ne suis pas sûre que cela ait un effet. C'est la croyance qui compte, pas le comportement. Même si, et les ecclésiastiques le savent bien, les rituels entretiennent la croyance. Au fait, quel est ce médaillon que vous portez? Ça, dis-je en désignant la petite croix huguenote suspendue autour de mon cou. Oui, mon père me l'a donné de son vivant pour me porter bonheur, disait-il. J'y suis très attaché car il me vient de lui. Beaucoup de gens croient tellement en leur médaille porte-bonheur qu'ils n'accepteraient pas de sortir sans. D'ailleurs, je ne leur conseillerais pas. Aujourd'hui encore, j'allais avoir droit à de la nourriture collante. C'est avec un sourire jaune et en réfléchissant au moyen de me dérober sans vexer personne. J'ai dû rater une... Non, j'ai pas raté de page. Aujourd'hui encore, j'allais avoir droit à de la nourriture collante. C'est avec un sourire jaune et en réfléchissant au moyen de me dérober sans vexer personne que je vis arriver le plateau de la jeune femme. C'est très gentil de votre part, mais je ne veux pas abuser de votre hospitalité. C'est un plaisir pour nous de vous offrir cela, répondit-elle à mon désarroi. Je me sentis obligée d'accepter. Bon, alors je vais juste en prendre un tout petit peu car j'ai déjà beaucoup mangé ce matin. Elle me tendit une assiette, servit maître Sam Tiang, puis disparut. Ce dernier avait perçu mon embarras et arborait un large sourire. Il s'amusait beaucoup. Pourquoi avez-vous menti une fois de plus? Je n'allais pas nier et m'enfoncer dans le mensonge. D'ailleurs, cela n'aurait servi à rien, cet homme lisait dans mes pensées. Pour ne pas vous vexer en vous disant que je n'aime pas votre nourriture et que je déteste manger à la balinaise en ayant les mains collantes. Si je ne peux pas comprendre ça, et si je me vexe, c'est mon problème, pas le vôtre. Pardon? Ce n'est pas le message qui peut vexer, mais la façon de le transmettre et de le formuler. Si on y met la forme, par exemple, en remerciant l'autre pour son intention positive, on ne le vexe pas. Ou sinon, c'est qu'il est particulièrement susceptible et alors c'est, d'une certaine manière, son problème, pas le vôtre. Vous savez, je crois que j'ai aussi fait ça parce que c'était plus simple que d'expliquer la vérité. Là, vous vous leurrez gentiment. Quand vous ne dites pas la vérité aux gens, vous leur fournissez la tentation de contourner vos arguments, ce qui vous amène à mentir de nouveau. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Au bout du compte, vous vous retrouvez contraint de faire quelque chose contre votre volonté, tel que manger un mets que vous n'aimez pas.
Vous êtes donc doublement pénalisé. Doublement. Oui, parce que mentir est avant tout mauvais pour soi. Un peu comme si cela générait une énergie négative que l'on accumulerait en soi. Essayez la vérité, vous verrez, c'est libérateur. Et on se sent beaucoup plus léger d'un seul coup. Léger était un mot convaincant, une promesse désirable, lorsqu'on était en train de s'étouffer avec de la nourriture pâteuse et bourrative. À propos de vérité, je n'ai pas suivi votre consigne d'hier. Je n'ai pas gravi le mont Squaw. Je n'en suis pas surpris. Je n'en avais pas envie, alors je ne l'ai pas fait. Et cela fait quel effet de dire la vérité, tout simplement? Je reconnais que c'est agréable, c'est une douce sensation. Tant mieux. Avez-vous réalisé les autres tâches que je vous avais confiées? Oui, j'ai couché sur le papier ma vision d'une vie idéale. Puis j'ai noté tout ce qui m'empêchait de la réaliser. Je sortis mes notes et lui lus la description de la vie qui me faisait rêver. Il m'écouta silencieusement, et c'était agréable de sentir quelqu'un prêter attention à mes désirs, sans les commenter, sans interférer pour m'en dissuader, ni me suggérer autre chose de mieux selon lui. J'avais tellement entendu de saboteurs de rêves, ces gens qui vous disent « si j'étais toi, je ferais plutôt » ou encore pire, ceux qui vous prédisent des conséquences négatives de vos idées. Si tu fais ça, il se passera… Quand j'eus fini, il me demanda simplement après un silence « Comment savez-vous que cette vie vous rendrait heureux ?» Je le sens bien, je l'ai imaginé plusieurs fois et chaque fois j'ai fait le même ressenti, la même satisfaction. Surtout quand je m'imagine vivre cela, je n'ai pas d'autre désir. Et quand vous vous voyez vivre cette vie, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez perdre par rapport à votre situation actuelle? Rien, absolument rien. Parfait. Avant d'entrer dans les détails, j'aimerais juste connaître votre sentiment sur la raison pour laquelle cette vie que vous décrivez n'est pas la vôtre actuellement. Qu'est-ce qui a pu faire que votre chemin soit globalement différent de celui que vous auriez aimé suivre? Je crois déjà que je n'ai pas beaucoup de chance d'une façon générale. Pour réussir sa vie, il faut de la chance. Et je ne suis pas quelqu'un de très chanceux. Vous disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas religieux, dit-il en riant. Mais vous êtes superstitieux. Je ne crois pas en la chance. Je crois que chacun rencontre dans son existence un grand nombre d'opportunités en tout genre et que certains savent les repérer et les saisir, d'autres pas. Peut-être. Il y a eu une expérience très drôle menée récemment en Europe, si ma mémoire est bonne. Elle visait à soumettre des volontaires, dont certains se disaient chanceux et d'autres pas, à une épreuve. Chacun se voyait confier un journal et on lui donnait quelques minutes pour compter le nombre précis de photos publiées à l'intérieur. Au bout de quelques pages, un encart assez grand apparaissait au beau milieu du journal, indiquant en très gros caractères « Inutile de continuer de compter, il y a 46 photos dans ce journal ». Les gens qui se disaient chanceux se sont tous arrêtés à la lecture de ce message. Ils ont refermé le journal et dit aux chercheurs « Il y a 46 photos ». D'après vous, qu'ont fait les gens qui se disaient non chanceux? Je ne sais pas, je dirais qu'ils ont pensé qu'il devait y avoir un piège quelque part et ils ont continué de compter jusqu'au bout pour en être sûrs avant de donner le chiffre. Non. Il est vrai qu'ils ont continué de compter jusqu'à la fin du journal, mais quand on leur a demandé pourquoi ils n'avaient pas tenu compte de l'encart, ils ont tous dit « Un encart? Un encart ?» Aucun d'eux ne l'avait vu. Intéressant, en effet, oui. Je suis convaincu que vous avez autant de chance que tout le monde, mais peut-être ne prêtez-vous pas attention aux opportunités qui s'offrent à vous. C'est possible. Je me demandais quelles opportunités j'avais pu laisser passer dans ma vie et quel aurait été son cours si je les avais vues et saisies. Bon, maintenant reprenons les différents éléments de votre rêve. L'élément central est de m'installer à mon compte en créant mon propre studio de photographie de mariage. Très bien, alors dites-moi, qu'est-ce qui vous en empêche? En fait, j'ai bien peur de ne pas en être capable, même si ce projet m'attire énormément. Comment savez-vous que vous n'en seriez pas capable? Je le sens. C'est tellement différent de mon métier actuel, de ce que j'ai l'habitude de faire. Peut-être est-ce trop important comme changement et que je n'y arriverai pas. Si vous vous basez seulement sur un ressenti, alors vous n'avez pas le besoin de savoir
si c'est la réalité ou juste une croyance limitante. Peut-être. Savez-vous comment on peut se mettre à croire ce que l'on n'est pas capable de faire? Savez-vous comment on peut se mettre à croire que l'on n'est pas capable de faire une chose? Non. Quand il existe quelque part une question souvent non formulée consciemment à laquelle on n'a pas la réponse. Je ne vous suis pas. Un exemple. Si vous ne savez pas répondre à la question, comment puis-je concrètement réaliser ce projet? Alors vous risquez de penser, je ne suis pas capable de le réaliser, ce qui est une croyance limitante. Donc je vous pose la question, comment comptez-vous vous y prendre pour que ce projet voie le jour? Je ne sais pas. Vous voyez, tant que vous n'aurez pas répondu à cette question, vous aurez le sentiment de ne pas être capable de réaliser votre rêve. Je comprends. Pour y répondre, il vous sera nécessaire de descendre davantage dans les détails, car tant que vous gardez une image très globale de votre projet, vous le percevez comme une chose un peu abstraite, donc irréalisable. C'est vrai, j'ai des émotions mais pas de plan d'action précis. Émotions positives quand je rêve au résultat, négatives quand je pense au passage à l'acte. Voilà. Vous démystifierez ce projet en listant précisément tout ce que vous aurez à faire pour le réaliser. Puis, en notant pour chaque tâche ce que vous savez faire et ce que vous ne savez pas encore faire. Il suffit ensuite de trouver comment acquérir les compétences qui vous manquent. Il y a pas mal de choses que je devrais apprendre et qui me sont aujourd'hui complètement étrangères. Par exemple, savoir gérer ce qui est quand même d'une certaine manière une petite entreprise, ou encore des compétences commerciales puisqu'il faudra bien que je me fasse connaître et que je vende mes services. L'ennui, c'est que je n'aurai ni le temps ni les moyens financiers de suivre des formations. Bon, vous pouvez aussi faire appel à votre créativité. Il n'est pas toujours nécessaire de suivre un cours pour apprendre quelque chose. Quelles sont par exemple les personnes dans votre entourage susceptibles de détenir les compétences qui vous manquent et de vous les transmettre? Mon directeur en possède certaines, mais il est évidemment exclu de lui en parler. Qui d'autre alors? Mon ancien directeur dans l'établissement où j'enseignais auparavant. Parfait, vous allez pouvoir lui demander de vous aider. Non. Qu'est-ce qui vous en empêche? Je le sens pas. Pourquoi? Je sais pas, j'ai pas envie de l'embêter avec mes affaires. Comment savez-vous que cela l'embêterait? Me demanda-t-il étonné, comme si je venais de lui annoncer que j'étais un devin, capable de savoir à l'avance ce que les gens allaient penser. Il n'aura sans doute pas envie de gâcher du temps à aider quelqu'un qui n'est même pas un proche ou un membre de sa famille. Si c'était vous, vous n'aideriez pas quelqu'un qui vient vous demander conseil sur votre métier? Si, bien sûr. Il me regarda dans les yeux. De quoi avez-vous peur alors? Me demanda-t-il avec une infinie douceur. J'eus une fois de plus le sentiment qu'il posait son doigt précisément là où il fallait, si bien qu'il n'avait pas besoin d'appuyer fort pour produire un effet. Le mot peur avait un écho particulier en moi. Pendant quelques instants, il résonna comme un gong dans ma cage thoracique, un gong dont les vibrations descendaient profondément dans les méandres de ma personnalité. Ce qui remonta à la surface m'apparut alors comme une évidence. J'ai peur de me faire rembarrer, donc je préfère ne pas prendre le risque. Rien que d'y penser, je ressentais la honte que j'aurais si mon ancien patron m'envoyait bouler. Votre peur provient d'une confusion, d'un amalgame entre le rejet d'une demande et le rejet d'une personne. Ce n'est pas parce que l'on décline une requête de votre part que l'on ne vous aime pas ou que l'on n'a pas de considération pour vous. Peut-être. D'autre part, vous ne savez absolument pas si sa réaction serait négative. On ne peut pas répondre à la place des gens. C'est seulement en posant la question que vous serez fixé. Je ne suis sans doute pas assez masochiste. La plupart de nos peurs sont des créations de notre esprit. Vous ne le comprenez probablement pas, mais savoir se tourner vers les autres pour leur demander quelque chose est fondamental. Tous les gens qui réussissent leur vie ont cette compétence. J'en ai peut-être d'autres qui compensent celle-ci, que je n'ai pas. Il faut absolument que vous l'acquériez. On ne fait pas grand-chose dans la vie si on ne sait pas aller vers les autres et demander un soutien, un appui, de l'aide, des conseils, des contacts. Avant de nous séparer tout à l'heure, je vous confierai une mission pour vous faire évoluer sur ce point.
J'acceptai, en priant qu'il ne s'agisse pas de gravir une nouvelle montagne ou de traverser un bras de mer en slalomant entre les requins. À propos de ce que je dois apprendre pour monter mon projet, il y a quelque chose qui risque de me poser un problème. Quoi ? Il est impossible de s'occuper seul d'un studio, notamment parce que lorsque l'on est sur le terrain, il n'y a plus personne pour accueillir les clients et répondre au téléphone. Il faudrait donc que j'embauche 1 ou 2 personnes. C'est là que ça se gâte. Que voulez-vous dire ? En fait, s'il y a une chose que je crains, c'est bien de ne pas être fait pour animer les hommes. Comment le savez-vous ? Me demanda-t-il, un brin amusé. Mon directeur a dû s'absenter une journée, et il m'a demandé de le remplacer pour qu'en cas de besoin, il y ait un responsable présent dans l'établissement. Et, comme par un fait exprès, c'est arrivé. Un de mes collègues enseignants a eu un malaise et j'ai dû répartir ses élèves dans les autres classes. Mais chaque classe avait ses horaires propres, et il fallait que les élèves que je confiais à chaque enseignant restent jusqu'à l'heure prévue dans leur classe d'origine. Certains enseignants ont protesté, refusant de faire des heures supplémentaires non planifiées d'avance. J'ai dû essayer de négocier avec chacun, en vain. Cela s'est terminé en cauchemar. J'ai fini par rassembler tous les élèves dans ma classe, qui était pourtant trop petite pour accueillir tout le monde. Certains se sont mis à pleurer, je ne pouvais plus rien gérer, ça partait dans tous les sens. Le lendemain, je pouvais lire le mépris sur le visage de mon directeur. Je me suis dit que je ne renouvellerai jamais l'expérience d'animer des hommes. Vous avez eu une fois des difficultés dans ce domaine et vous en concluez que vous n'êtes pas fait pour cela ? Plus que des difficultés, un échec. Vous n'avez jamais essayé de recommencer ? Je m'en suis bien gardée. Vous avez déjà observé un bébé qui apprend à marcher ? Je vous remercie pour la comparaison. Les bébés ont énormément de choses à nous apprendre. Regardez un enfant qui apprend à marcher. Vous croyez qu'il réussit du premier coup ? Il tente de se redresser et hop, il tombe. C'est un échec cuisant et pourtant il recommence immédiatement. Il se redresse à nouveau et il retombe. Un bébé va tomber en moyenne 2000 fois avant de savoir marcher. Il sourit et ajouta : « Si tous les bébés étaient comme vous, les villes grouilleraient de gens qui rampent à 4 pattes. » Bref, vous êtes en train de me dire que je me suis encore une fois bâti une bonne petite croyance limitante sur la base d'un insuccès ? Oui. Et vous avez sans doute besoin de suivre une vraie formation en management. Comme je vous le disais, cela me prendrait du temps et de l'argent. Je n'ai ni l'un, ni l'autre en profusion. Je ne pense pas que cela en nécessite plus que des vacances à Bali. Je n'aime pas toucher à mes vacances, ni à mes week-ends. Les congés, pour moi, c'est sacré. C'est à vous de choisir ce qui est le plus important pour vous. Réalisez votre rêve ou profitez de vos congés, dit-il, sur un ton parfaitement neutre qui me laissait libre de mon opinion. Je veux réaliser mon rêve, mais j'aurais du mal à me passer de mes vacances. Vous disiez que la réalisation de ce rêve vous rendrait heureux. Les vacances, vous rendent-elles plus heureux ? C'est beaucoup dire, disons qu'elles m'apportent du plaisir et que j'y suis attaché. Il y a des circonstances où l'on est amené à faire des choix, donc à renoncer à des choses auxquelles on tient pour aller vers ce que l'on a de plus à cœur, dit-il le plus simplement du monde. Je déteste renoncer à quoi que ce soit. Si vous ne renoncez à rien, vous vous abstenez de choisir. Et quand on s'abstient de choisir, on s'abstient de vivre la vie que l'on voudrait. Il avait dit cela doucement, avec un regard plein de bonté. Moi qui avais souvent eu l'impression qu'éviter de décider m'épargnait des souffrances, j'avais maintenant le sentiment que je contribuais ainsi à mon propre malheur. Comprenez-moi bien, continua-t-il. Je ne suis pas en train d'essayer de vous convaincre de ne plus prendre de vacances. Je voudrais juste que vous preniez conscience que l'on ne peut pas réaliser le rêve de sa vie si l'on n'est pas prêt à faire des efforts et si nécessaire quelques sacrifices. Cela semblait évidemment être du bon sens et pourtant, on ne devenait pas sur simple décision capable d'efforts et de sacrifices. J'avais même le sentiment que certaines personnes étaient nées ainsi, affublées d'une telle aptitude. Ce n'était clairement pas mon cas. Suivre sa voie afin de pouvoir ensuite se réaliser pleinement, c'est parfois comme de gravir une montagne. Tant que l'on ne l'a pas fait, on ignore que les efforts que cela exige accentuent la satisfaction que l'on ressent à l'arrivée. Plus les efforts sont grands, plus intense sera le bonheur, et plus longtemps il restera gravé en nous. Je reçus le message 5/5,
et lui fut reconnaissant de s'être abstenu de commentaires explicites sur ma dérobade devant l'ascension du mont Squaw. Il faudra que je trouve le moyen, dit-il, comme s'il se parlait à lui-même, de vous amener à considérer le choix, l'effort et le sacrifice. J'avais quand même de la chance que cet homme s'intéresse à moi, au point de réfléchir aux moyens de contourner mes manquements à mes engagements. Et ce, afin de me permettre, malgré tout, d'apprendre ce que j'avais à apprendre. Nous allons en rester là pour aujourd'hui, reprit-il, mais d'ici demain, je voudrais que vous vous projetiez en pensée dans quelques mois, en imaginant que vous avez fini par acquérir toutes les compétences qui vous manquent à l'heure actuelle. Je veux que vous vous mettiez dans la peau d'un photographe et que vous me disiez comment vous vous sentez. D'accord. Une dernière chose. J'avais promis de vous confier une tâche à accomplir afin de vous débarrasser de cette peur d'aller vers les gens pour leur demander de l'aide, cette peur d'être rejeté. Oui? Eh bien voilà. Nous nous reverrons demain et d'ici là, vous allez vous adresser à des personnes de votre choix et leur demander des choses, n'importe quelle chose, mais avec un objectif en tête. Lequel? Celui d'obtenir une réponse négative de leur part. Pardon? Vous m'avez bien entendu. Vous devez vous arranger pour que les gens à qui vous vous adresserez rejettent votre demande. Plus précisément, vous devez les amener à vous dire clairement non. Elles doivent prononcer ce mot et votre mission est d'obtenir 5 noms d'ici demain. Ça ne devrait pas être trop difficile. Alors, amusez-vous bien, je vous attends ici demain matin, dit-il, en amorçant un mouvement de départ. Juste une chose, je quitte Bali samedi pour rentrer chez moi. Déjà? J'avais prévu que l'on se voit encore 3 ou 4 fois. C'est possible demain et vendredi, mais samedi, j'ai mon avion dans l'après-midi. Ou alors, on pourrait se voir le matin. Samedi, je ne suis pas facilement disponible le matin. Dommage, c'est vraiment pas de chance. Si vous tenez à ce que l'on se voit une dernière fois samedi, il vous suffit de changer votre billet d'avion et de rentrer dimanche, dit-il comme une évidence. Pas si simple. Le type de billet que j'ai nécessite un surcoût important pour tout changement de date. Et puis, je reprends le travail lundi. Le vol est si long que cela m'obligerait à aller directement de l'aéroport à ma classe. Je préférerais éviter. Nous verrons demain s'il vous reste des choses importantes à découvrir et s'il est vraiment nécessaire de se revoir samedi. Voilà pour la lecture d'aujourd'hui qui était quand même assez longue. C'était un chapitre assez long et qui rentre en résonance quand même d'une manière assez étonnante puisque bon, moi je n'ai pas relu ce livre donc je ne savais pas du tout ce que j'allais lire et c'est en résonance ce qu'on appelle une synchronicité entre le sujet que j'ai abordé aujourd'hui et la lecture de ce livre. Donc voilà, ça aussi sont des signes, c'est être en phase avec qui l'on est et ce que l'on a à transmettre. Voilà, donc écoutez, ce que je vous propose en exercice pratique, c'est évidemment de faire ce bilan de vie, de marquer tout ce qui vous... Voilà, tout ce qui est positif, négatif entre guillemets, vos aspirations, et puis suivre les conseils de ce livre. Essayez déjà dans un premier temps de voir où sont vos freins et comment les dépasser. Et comment avancer comme l'enfant qui tombe, qui se relève, qui tombe, qui se relève et qui finit par arriver à marcher. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à demain et puis voilà, prenez soin de vous et voyez le bon côté, tous les enseignements que la vie nous apporte en ce moment. Au revoir et à demain.